Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, illumination de la marquise de Ville-Marie, première victoire locale des Pirates, entrevue avec Annick Rajotte pour le calendrier TDAH, inauguration de la Cabana Familia et entrevue avec le conteur Guillaume Beaulieu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à InfoTémis. Environ une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées pour la cérémonie de l'illumination de la marquise du Rift samedi soir dans le cadre des Journées de la culture. La marquise, de style art déco, datait de 1945 et l'une des plus anciennes encore en fonction au Québec. Selon l'article du journaliste Guillaume Gonzalez, dans son article du journal Le Reflet, ce projet de longue haleine aura permis de moderniser l'éclairage tout en conservant le cachet de la marquise. C'est Réal Couture, président du conseil d'administration du Rift, ainsi que de la commission culturelle, lors de son discours qui précise qu'après 12 ans d'attente, ils ont enfin réussi à préserver un autre bijou du patrimoine. Nous sommes fiers de ne pas avoir eu à le détruire comme d'autres auraient eu à le faire. Étant notamment présents Amélie Cordeau, directrice du Rift, Jean-Yves Parent, maire de Duhamel-Ouest, au nom de M. le préfet Arnaud Varolin qui était absent, Bernard Flébus, maire de Ville-Marie, et l'artiste Vincent Vallière qui performait le soir même. Ces deux derniers ont procédé à l'illumination de la marquise une fois la nuit tombée, devant une assistance émerveillée. TV-Témis s'est entretenu avec Amélie Cordeau, directrice du Rift, pour nous parler dans ses mots de la présentation de la marquise. Nous vous présentons dès maintenant le reportage de l'événement. En fait, c'est aujourd'hui les Journées de la culture et on en a profité, étant donné que le thème des Journées de la culture, c'est le patrimoine, on a profité de cette journée-là et le fait que ce soit le spectacle de Vincent Vallière pour inaugurer la marquise qui a subi une cure de jaunisse dans les dernières semaines. Bien, en fait, elle était déjà fonctionnelle, elle n'avait plus d'éclairage, alors on a décidé de lui redonner un peu ses lettres de noblesse. On était capable quand même d'inscrire les événements, mais on voulait vraiment optimiser cet élément du patrimoine-là qui demeurait et que c'est une des dernières marquises fonctionnelles qui éclaire comme ça, là, vintage au Québec. Donc, on est fiers, puis on voulait redonner c'est ça, on voulait redonner les lettres de noblesse à cette marquise-là qui date de 1945. En fait, moi, j'ai chapeauté le projet. On a eu des gros projets de rénovation. La marquise, c'est un des éléments de rénovation qu'on a fait. Donc, j'ai coordonné les rénovations de cette marquise-là. J'ai appelé l'entrepreneur, j'ai suivi les travaux. Voilà, on a choisi qu'est-ce qu'on mettait. Fait que voilà. Qui débutait mon discours lors de l'inauguration de notre salle de spectacle en août 2005. Enfin, après 12 ans d'attente, nous avons enfin réussi à protéger un autre bijou de notre patrimoine. Par chance, qu'au Témiscamingue, on est des gens patients, déterminés et passionnés. Dès le début des travaux de rénovation du cinéma, pour en faire une salle de spectacle, tout en lui conservant sa mission cinématographique, nous avions comme objectif de protéger le caractère patrimonial de ce lieu.
Ce fut réussi pour l'intérieur, mais le manque de subventions nous a empêchés de faire les travaux à l'extérieur du bâtiment. Grâce à des généreux partenaires, ce soir, nous sommes fiers de la rénovation de notre marquise. Fiers aussi d'avoir résisté à la destruction de cette marquise, comme plusieurs cinémas du Québec ont dû le faire malheureusement. On pense entre autres au cinéma Paramount à Rouen. Donc, ce vieux bâtiment, ce vieux cinéma, a été bâti en 1945. Et il est devenu maintenant une salle multidisciplinaire où les spectacles et le cinéma nous procurent de bons moments et contribuent à la qualité de vie de la population témiscamienne. Un petit fait historique que je trouvais intéressant à vous partager. En 1960, le Témiscamingue comptait 4 cinémas et un nombre impressionnant de 1452 sièges. Aujourd'hui, il ne reste que celui de Ville-Marie et il est considéré comme un des plus anciens au Québec à avoir conservé son usage d'origine. D'après Paul Trépanier, historien de l'art, nous sommes le seul cinéma aujourd'hui, salle multidisciplinaire, de style art déco qui subsiste au Québec. Dans quelques minutes, la marquise du Rift scintillera de tous ses feux. Espérons que ce sera pour longtemps. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet. Soyons-en fiers. Les Pirates de Ville-Marie ont tenu leur public en haleine jusqu'à la fin de la game et ont fait lever l'excitation de leurs partisans. En effet, ils ont remporté leur premier match à domicile la semaine dernière à l'Arena Frère Arthur Bergeron, en prolongation. C'était tout un match, 5-4 pour nos Pirates. De quoi contenir le momentum plus longtemps pour les fans des Pirates. Les partisans ont été témoins d'une discipline d'équipe et d'une concentration des joueurs. Voici le reportage avec notre collaborateur et journaliste Francis Prudhomme. C'est donc une victoire dramatique des Pirates 4-3 en prolongation devant le Shield de South Muskoka. À noter la solide performance de Jean-Mathieu Ouellette devant les filets, qui a réalisé plusieurs arrêts importants à des moments clés. Les buts des Pirates sont allés à Blum, Belle-Rose, La Chapelle et Montreuil. Les spectateurs se sont vraiment portés derrière leur équipe en fin de troisième période, encourageant les Pirates à revenir dans le match et l'emporter. Une foule saisie et vendue à son équipe. Les Pirates ont donc démontré beaucoup de caractère pour l'emporter devant leurs partisans 4-3 devant le Shield de South Muskoka. Nous avons rencontré les héros du match du côté des Pirates quelques instants seulement après leur victoire. Voici ce que ça donne. Donc, on est en compagnie du capitaine des Pirates, Cédric Lachapelle. Cédric, tu m'expliques, c'est toi ce qui a fait la différence pour vous ce soir? Je pense tout simplement qu'on était prêts parce que ça faisait une coupe de match qu'on partait à la première période puis qu'on perdait par une coupe de goal. Je pense qu'à soir, les gars, vraiment, ils étaient clutch puis ils voulaient avoir la première win à VM. Je te laisse l'expliquer. Un but, 3 passes de ta part. Comment tu pourrais me décrire ton match? Qu'est-ce que tu as apprécié de ton match ce soir? Écoute, la ligne avec Hugo et Nico, ça va super bien. En powerplay, on a eu la chance de trouver des opportunités pour scorer des goals puis ça fait vraiment du bien là, pour tous les gars sur la glace. Cela dit aussi un soulagement pour les Pirates. Une première victoire de vos partisans. J'imagine que ça vous fait à soir. Les gars, vous êtes contents de cette belle victoire-là? Ah, je sais pas si ça va faire tard. Sûrement qu'il y en a une couple qui va aller prendre de la bière, mais ouais, définitivement, je pense que c'est quelque chose que ça prenait parce que les gars, ils commencent à avoir du poids sur les épaules à la maison. Là, 2 défaites en partant, c'était rough. Fait que ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Donc, en compagnie de Hugo Blum, un des héros du match. Hugo, qu'est-ce qui a fait la différence pour les Pirates ce soir, à ton avis? Je pense en grande partie, c'est notre préparation avant match. On avait quelques problèmes pour se préparer, l'excitation, de jouer devant notre public. Puis aujourd'hui, on a bien discuté, on est resté calme tout le long. Notre préparation s'est bien passée, puis on a entamé le match avec une seule idée en tête, c'était la victoire et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Peut-être nous parler un peu de ton match de ce soir. Comment tu trouves ta performance de ce soir? Comment tu pourrais l'analyser? Personnellement, j'ai fait une bonne performance. Ma ligne, Belle-Rose, c'est de lâche. On a vraiment fait une très bonne performance. On joue très bien ensemble. On est vraiment contents de jouer ensemble. Donc, ça rend le plaisir de jouer à 3. Justement, là, un petit mot, un peu de soulagement, j'imagine. Une première victoire à Ville-Marie, j'imagine tous les joueurs, vous êtes soulagés, vous êtes contents de cette belle victoire-là.
Oui, on y attendait et puis on avait enchaîné 4 défaites malheureusement là. Donc une victoire devant notre public, c'est vraiment incroyable. Ça fait vraiment du bien. Nous sommes donc en compagnie du gardien de but Jean-Mathieu Ouellette qui a effectué plusieurs gros arrêts ce soir. Moment important, des arrêts clés, surtout en désavantage numérique. Jean-Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta performance de ce soir? Ben écoute, je pense qu'il n'y a pas juste moi. Les gars m'ont beaucoup aidé. On a fait un bon jeu à la défensive et tout ça. C'est sûr que des fois, j'ai réussi à faire quelques arrêts clés puis ça a été payant pour l'équipe. Oui, justement, qu'est-ce qui a fait la différence pour Libérat, à ton avis? Ben écoute, je pense que l'autre équipe a pris beaucoup de mauvaises pénalités, puis on avait un bon power play, on a su bien en profiter, les gars ont fait une super de belle job, puis on a dominé une bonne partie du match, puis c'est ça qui nous a permis de gagner. Justement, une première victoire devant vos partisans de Ville-Marie, j'imagine que vous l'attendiez cette victoire-là, que vous allez mieux dormir, vous allez être plus soulagé d'enfin avoir une victoire. Ben oui, c'est sûr que ça amène un gros soulagement, on attendait notre première victoire à la maison. Puis ça fait vraiment du bien, les partisans étaient dedans, puis c'était vraiment le fun de faire ça, puis c'est sûr qu'on va gagner la prochaine aussi. Donc, en compagnie du héros du match de ce soir, Nicolas Belrose, qui a fait le but de la victoire en prolongation. Donc, Nicolas, j'aimerais que tu nous expliques un petit soulagement, un beau but en prolongation. J'imagine que c'est un but important pour toi. Vraiment important. Écoute, on a cherché tout le match là, à essayer de prendre du momentum, puis ça réussissait jamais à rentrer. Puis eux autres, ils serviraient de bord, puis ils comptaient un gros but. Fait que on est content d'être sortis d'ici avec une grosse victoire. Là, tu parles justement de ton match. Comment tu pourrais nous décrire ta performance de ce soir? Je pense que pour moi mon trio là, avec Hugo Blum puis Cédric Lachapelle, je pense qu'on a joué un gros match. On a eu beaucoup de temps de glace, puis je pense qu'on a été capable de créer beaucoup de momentum quand c'était le temps pour notre équipe. Fait que je suis vraiment content de ça. On va continuer de même, puis je sens qu'on a une bonne chimie nous trois. Justement, qu'est-ce qui a fait la différence pour les Pirates ce soir, à ton avis? Je pense qu'à mon avis, si on se fait aux autres matchs, je pense que quand on avait beaucoup d'adversité, on arrêtait, on se sentait, on se laissait abattre. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, à chaque fois qu'on venait dans la chambre, là, on se relevait quand ça allait pas bien. Puis je sens que je suis vraiment fier des gars pour ça. Là, on se relevait à chaque fois, puis on était capable de sortir d'ici avec une grosse victoire. Justement, là, je pense que un petit soupir de soulagement pour les joueurs. Enfin, vous avez votre première victoire devant vos partisans à Ville-Marie. J'imagine que les gars, ça va être plus léger, ça va être le sourire va être plus facile. Ouais, c'est sûr. On l'attendait cette victoire-là là, en avant de nos fans. On sentait qu'on voulait pas le laisser sur des goûts de la défaite à chaque soir. Là. Fait qu'on s'est parlé de ça aussi avant la game, là, qu'on avait hâte de gagner en face de nos partisans. Là. Fait qu'on est content pour ça ce soir. Quand même, merci et félicitations encore. Donc, en compagnie de Michel Roy, un des cofondateurs des Pirates de Ville-Marie, qui viennent tout juste de célébrer leur première victoire à domicile. Michel, un petit commentaire de ta part. J'imagine qu'on est très content du côté des actionnaires et des fans de Ville-Marie. Oui, puis il y avait beaucoup de monde à soir. C'est super intéressant, même si Vincent Vallière est en ville. Puis les gars ont joué tout un match. Ils ont resserré la discipline, comme tu as vu, beaucoup moins de punitions, parce qu'on était probablement le club le plus puni de la Ligue, là, selon les statistiques. À soir et hier, ils ont été disciplinés un peu plus. Hier, ça n'a pas payé, mais ce soir, ça a payé. Puis on a vu, j'ai trouvé ça intéressant à soir, parce qu'on a vu les joueurs de soutien ressortir du lot, ou des joueurs qu'on voyait moins un peu. Ce soir, là, on a vu un peu toute l'équipe. C'était bien. Tu nous décris aussi l'ambiance, les spectateurs qui étaient vraiment dedans ce soir. On voulait la victoire. On a senti les partisans vraiment derrière l'équipe en fin de troisième période et en prolongation. Oui, puis on a vu les leaders aussi de l'équipe. On a vu Blum sortir, puis surtout Belrose, qui est tout un joueur de hockey. Oui. Parfait, donc j'imagine que maintenant, là, on regarde vers l'avant puis on continue de vouloir s'améliorer encore. Oui, bien, l'équipe hockey continue de travailler pour aller nous renforcer peut-être un peu en défensive, puis peut-être à l'avant, je ne sais pas. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux pour voir qu'est-ce qu'ils travaillent, mais je sais que l'équipe hockey continue de travailler. Parfait. Michel Roy, merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Un calendrier intéressant a été mis sur le marché récemment. Avec la collaboration du regroupement des associations Panda du Québec et plusieurs bénévoles, un calendrier TDAH est mis sur le marché au coût de 15 $ pour aider l'association à amasser des fonds. L'idée est d'inspirer et de donner espoir à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par cette réalité. Pour ce faire, 2 entrepreneurs atteints de TDAH ont réuni 17 entrepreneurs qui ont aussi un TDAH afin de démontrer que malgré les défis, il est possible d'utiliser ses forces pour réussir dans la vie et réaliser ses rêves.
Tous les profits générés par la vente du calendrier seront offerts au regroupement des organismes PANDA qui offrent des services pour le TDAH. La représentante du Témiscamingue, Annick Rajotte, a eu la gentillesse de nous rencontrer pour nous parler plus en détail de la raison de l'existence du calendrier, qui sont les acteurs sur le calendrier et beaucoup d'autres détails. Voici l'entrevue avec Annick Rajotte. Alors aujourd'hui, on se trouve avec Annick Rajotte, représentante du calendrier TDAH, et on est ici pour en discuter. Donc, c'est un calendrier dont les profits iront à Panda et qui offre des services aux parents d'enfants TDAH. Et d'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu t'impliques pour cette cause et qu'est-ce qui t'a amené à appuyer cette association? Bien, tout d'abord, moi, j'ai un fils qui a un TDAH mixte sévère et aussi un TSA, qui est un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est sûr que la cause me tient beaucoup à cœur. Donc, moi, j'avais vu Sonia Charpentier, qui est une des créatrices pour le calendrier, qui cherchait justement des personnes qui voulaient faire des publicités là, pour commencer là, dans leur calendrier. Fait que moi, j'ai communiqué avec elle, puis je me suis informée là, qu'est-ce qu'il y en était, puis elle m'a expliqué que dans le calendrier, on retrouverait là, principalement des personnes qui ont des TDA ou TDAH, qui parleraient là, de leur succès, puis comment ils ont réussi à se tailler une place là, dans la société malgré leurs troubles. Puis ça m'avait beaucoup touchée parce que, dans le fond, moi, je vis avec une personne là, qui est touchée par le TDAH. Donc, c'est ça qui m'a amenée là, à promouvoir le calendrier là, suite à sa sortie. C'est vraiment un très beau projet. Et c'est quoi ta définition personnelle du TDAH? Bien, dans le fond, le TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Ça va amener les gens à avoir beaucoup de difficultés à se concentrer. Puis ils peuvent partir sur une chose, puis carrément tomber sur autre chose, là. Ça va amener des troubles d'apprentissage aussi à l'école. Souvent, ça va être relié avec l'hyperactivité et ou de l'impulsivité. Donc, il n'y a pas vraiment de modèle là, qui va être un TDAH, c'est ça. Il y a autant de variétés qu'il y a de personnes. Là. Dans le fond, là, on ne peut pas dire le TDAH, là, il y a juste un modèle unique. Là. C'est vraiment différentes choses. Et à quoi ça ressemble le quotidien pour un parent avec un enfant TDAH? Là aussi, encore, c'est vraiment varié, mais je dirais que pour que ça aille bien avec un enfant TDAH, la routine est très, très importante. Quand on déroge de la routine, bien, c'est là qu'on voit apparaître les crises souvent. Pour eux autres, là, de voir à ce que les déjeuners, les dîners, le souper soit à la même heure, les devoirs, le bain, tout ça, c'est bien important que ce soit là, à la même heure. Aussi, souvent, ce que je voyais là, avec mon fils, là, le temps de l'école, ça allait bien parce qu'il y a une routine. T'sais, le matin, on se lève, on déjeune, on s'en va à l'école, on revient, on fait les devoirs, on soupe. Après ça, c'est le bain. Mais là, l'été, ça va être difficile parce qu'il n'y a plus de routine. Même dans le temps des vacances pour Noël, c'est plus difficile, il n'y a pas de routine. Fait que c'est à nous, les parents, à instaurer une routine. Ce qui est dommage, souvent, c'est que les personnes qui ne connaissent pas le TDAH, ben, souvent, ils vont dire que c'est des enfants qui sont mal élevés ou que les parents, ils sont pas sévères. Mais c'est ça, souvent, c'est de l'incompréhension ou ben non, ils sont pas informés. Fait que c'est un peu le calendrier TDAH va aussi aider à informer. C'est un but de ça. Puis l'association Panda aussi est là pour informer la population. C'est vraiment une autre sorte de discipline. Et l'association PANDA qui offre des services pour aider les parents d'enfants TDAH, en quoi elle est importante, cette aide-là du PANDA? Bien, les associations PANDA sont là aussi beaucoup pour former les travailleurs dans le domaine de la santé, les spécialistes. Ça peut être aussi les professeurs qui vont travailler auprès de ces gens-là. Ils vont aussi donner de l'information aux parents, faire des rencontres, soit privées ou en groupe. Ils peuvent aussi faire de l'aide aux devoirs, tout dépendant des associations aussi, dans quel milieu ils sont ou dans les régions aussi. Ils peuvent donner différents
différents services. Il faut vérifier là, sur leur site Internet. Tout dépendant des régions, les services peuvent varier. Et justement, le Panda qui est le plus près de nous est situé en Abitibi-Ouest, mais est-ce qu'il y a quand même des services au Témiscamingue pour ce genre de choses? Bien, je me suis informée avec eux. Ce qu'ils m'ont répondu, c'est que pour les rencontres privées, puis les rencontres de groupe, les informations et tout ça, oui, il y a possibilité. Si nous, on est prêt à se déplacer pour avoir de l'information, des rencontres, du suivi, du support, il n'y a aucun problème. Malheureusement, c'est des associations qui ne sont pas subventionnées. Donc, faute de fonds, ils ne peuvent pas venir donner les services ici. Mais si jamais il y a une entreprise qui veut leur donner un petit coup de pouce, c'est sûr qu'ils vont apprécier. Des fois, un petit coup de pouce, ça donne un grand coup de main à plusieurs personnes. Exactement. Après. Donc aujourd'hui, tu nous présentes le calendrier bien spécial et qu'est-ce que tu peux m'en parler un peu? Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains, en fait? Bien, dans le fond, les deux créatrices, ils ont voulu montrer aux parents et aux jeunes que malgré le fait qu'on a un TDAH, c'est possible de réussir dans la vie. Parce qu'on sait que quand on a un TDA ou un TDAH, souvent, le modèle employé-employeur, ben on ne fit pas là-dedans parce que souvent, l'employeur, il n'a pas la formation ou il n'a pas les connaissances non plus pour interagir avec ces jeunes-là. Bon, mais dans le calendrier, ce qu'on va retrouver, ce sont tous des emplois, des personnes qui ont réussi dans la vie et qui ont leur propre entreprise et qui sont tous avec le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, on va retrouver dans chaque page un professionnel qui a sa propre entreprise, dans différents domaines. Puis, on a même Philippe Laprise, qui est porte-parole pour les associations Panda. Et le titre du calendrier, c'est « Parce qu'on a tous droit au bonheur ». Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce titre-là? Bien, c'est justement pour montrer que malgré la différence, nous, les gens différents aussi ont droit au bonheur. C'est justement ça, le titre. Puis si on regarde, bien, tous droit au bonheur, le T, le D, le A et le H. Il est représenté pour TDAH. Ah, c'est vraiment bien fait. Et est-ce que les gens sur les images, c'est des gens de la région? Malheureusement, pour cette année, il n'y a personne de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça a vraiment été une demande pour les gens volontaires. Donc, si l'année prochaine, il y a des gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont prêts à être du calendrier, il y aurait juste à communiquer avec les deux créatrices du calendrier. Tout est inscrit là-dedans, les informations pour communiquer avec les créatrices. Là. Et le calendrier est en vente et les profits iront à l'association Panda. Et où est-ce qu'on peut se le procurer, les coordonnées, le Facebook et tout ça? Si vous voulez vous le procurer directement avec moi, mon nom c'est Annick Rajotte, j'ai un Facebook. Puis vous pouvez aussi aller sur la page, puisqu'on a tous droit au bonheur, vous allez pouvoir l'acheter directement sur Internet. Donc, une option ou l'autre est bonne. Un gros merci de m'avoir rencontré aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, allez sur la page Facebook Tous droits au bonheur et les calendriers sont en vente sur le site www.calendrier-tdah.com. Faites passer le mot. Le comité de la Voix des parents du secteur centre témiscamien a préparé un objet d'envergure qui s'adresse aux familles du territoire. Suite à de longues réflexions, les parents du comité du secteur centre en sont venus au consensus qu'un endroit accueillant et adapté aux familles manquait sur le territoire. La demande était de la part des parents qui recherchent un endroit stimulant et accueillant afin de se rencontrer et sortir de l'isolement qui est parfois un poids important pour les parents en région. De là est née la Cabana Familia. Un local au sein même des locaux d'Alpha Témis à Ville-Marie, au-dessus de la Banque nationale, qui a comme principale vocation un lieu de rencontre pour les familles et un endroit propice provenant de partout sur le territoire. Un coin d'allaitement y est ouvert tous les jours lors des ouvertures de bureaux aussi, tant pour les mamans du coin que celles qui ont un besoin d'un endroit adapté pour y nourrir un bébé autre que dans sa voiture ou dans un lieu public. Il s'agit d'un décor épuré et un lieu de rencontre pour prendre un café entre deux jasettes, alors que les enfants se côtoient dans ce milieu adapté et sécuritaire.
La salle est une façon de sortir de l'isolement pour les familles et les nouveaux parents dans un lieu de rencontre accessible à tous où les enfants sont la bienvenue. Un lieu disponible pour des rencontres ou pour simplement sortir de la maison. TV Témis est allé à l'inauguration de la salle et en voici le reportage. C'est la salle La Cabana Famila. C'est un projet de la Voix des parents du secteur centre qui a été entièrement conçu par le comité de parents bénévoles. C'est leur idée. Ils ont travaillé très fort pour mettre le projet en concret, mettons. En fait, la Voix des parents, quand on s'est tous impliqués dans la Voix des parents, c'était parce qu'on est tombé en congé de maternité et on n'a plus le travail pour faire du social, on manque un peu de défis, on manque de vie sociale, donc on s'est impliqué dans la Voix des parents pour ça. Et maintenant qu'on va retourner au travail, on veut continuer ce social-là, puis on veut que les mamans qui se sentent toutes seules avec leur bébé à la maison aient un endroit où se retrouver puis où venir parler parce que c'est pas évident d'avoir un nouveau bébé. Là, on le sait, là, ça pleure, on dort pas, des trucs comme ça. Puis on veut que les gens se retrouvent ici pour compléter leur social parce que c'est vraiment un besoin là, suite à un accouchement d'avoir des amis. On veut pas recevoir nos amis à la maison parce qu'on veut pas avoir à tout laver parce on est débordé, on a juste le goût de sortir, de s'évader. Ici, c'est comme un lieu de dire, ben regarde, on se rejoint là-bas, on va aller prendre un café là-bas, on va jaser, nos bébés vont jouer parce qu'il y a des choses pour les enfants de 0 parce qu'on a une chaise qui vibre, qui berce, on a un tapis d'éveil qu'on peut sortir, on a vraiment plusieurs choses de 0 à 12 ans, fait que ça nous permet de vraiment sortir de la maison puis de se rencontrer. C'est une salle avec un coin allaitement, autant que ça rejoint les enfants de 0-12 ans, parce qu'on a un coin aussi Allo Prof. On a une table de baby-foot. On a plein de jeux. On a la collection des jeux placottes, des jeux qui aident pour le langage. Souvent, c'est des jeux qu'on n'achète pas nécessairement parce qu'on joue quelques mois avec notre enfant et ensuite ils sont rendus à un autre stage. Fait qu'on a la collection complète. On a des colonnes de lumière. Dans le fond, venez faire un tour. Moi, je suis agente à la mobilisation familiale. Dans le fond, moi, je suis là pour aider les parents à faire le projet. Dans le fond, aider à trouver les fonds. Je suis là pour les appuyer parce que, dans le fond, la voix des parents est vraiment pour les parents, pour qu'eux puissent exprimer leurs besoins. Fait que c'est pour ça la voix des parents. Fait que c'est ça, moi je suis là pour les appuyer dans toutes ces démarches-là. L'idée a commencé pour des fois juste briser l'isolement. Ça fait un coin. Aussi, un coin allaitement. C'est pas. Il n'y en a pas partout et c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus. Là, on a un petit coin spécial pour ça. Aussi, les mamans qui vous laissent rencontrer, des fois, nécessairement dans un restaurant, des fois, oui, mais avec les enfants, ils ont peut-être l'impression de peut-être déranger, tandis qu'ici, ils peuvent venir, puis les enfants peuvent jouer, puis il n'y a aucun problème. Fait que c'est pas mal de là qu'est venue l'idée. Il y a une petite lumière tamisée avec plein d'effets de lumière, une petite musique douce. Fait que c'est un côté zen quand on rentre dedans. On voulait vraiment une place plus qui changeait les enfants de la maison. Fait qu'on voulait quelque chose qui sensoriel, qui les sort de leur quotidien, vraiment. Fait qu'on a opté pour des jouets qui sont pas qu'on ne peut pas avoir à la maison. Fait qu'une colonne qui fait des bulles avec des poissons dedans, qui va vraiment chercher des trucs sensoriels puis qu'on peut pas se permettre d'avoir à la maison. C'est pour ça qu'on a été chercher ça. La plupart des gens ont rentré puis ont eu le réflexe de s'asseoir par terre sur les coussins. Il y a plusieurs secteurs aussi que
bientôt, on va continuer les lancements. Les projets ne sont pas tout à fait terminés, mais plein de belles choses s'en viennent pour le Témiscamingue, pour les familles. Fait que, on vous attend en grand nombre. Présentement, on est en période de recrutement, mais n'importe qui a une idée, qui est prête à s'impliquer quand même un peu, ou juste des fois donner l'idée. On ne sait jamais, des fois. Tout le monde est invité. C'est ouvert du lundi au jeudi sur les heures d'ouverture d'Alpha Thémis, de 9h à 4h, sauf peut-être l'heure du dîner. Ça peut être aussi réservé le vendredi pour des garderies, un paquet de mamans qui veulent faire un exemple, on disait un café tricot, professionnels de la santé qui veulent faire une évaluation, si on 819-622-0301 ou 0304. On a un formulaire aussi pour le prêt pour les journées spéciales. Pour l'instant, le vendredi. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, la fin de semaine. Fait qu'on est au 2 rue Saint-Jean-Baptiste-Nord. Dans le fond, en haut de la BAC, dans les locales d'Alpha Thémis. Puis c'est ouvert à toute la population. Le conteur d'Abitibi-Témiscamingue et chevaucheur d'orignal Guillaume Beaulieu fonce vers un automne chargé. Le milieu scolaire occupe une partie appréciable de son temps à chaque année, mais cette fois-ci, un constat le surprend, il célèbre actuellement son 300e atelier dans les classes des écoles du Québec. Guillaume Beaulieu affirme effectuer 80% de ses contrats scolaires dans les écoles des 5 commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, il lui arrive également de transporter ses histoires d'ici, principalement à Québec, à Sherbrooke et dans le nord du Québec. L'atelier création de contes courts et donner vie à un conte oralement sont ses ateliers les plus populaires et bien qu'il circule surtout dans les écoles primaires, il peut circuler également dans les écoles secondaires. Par ailleurs, le conteur vient à terminer un été très rempli avec le parcours compté du 100e de la Sarre, du 75e de Nord-Métal et des semaines thématiques de création comptées dans les camps de jour du Témiscamingue. Une lecture au parc à Rouyn-Noranda et quelques événements privés qu'il ajoute à la mise à jour de son site internet www.guillaumeconteur.com et plusieurs gros projets pour la fin de son année 2017 également. J'ai eu la chance de le rencontrer entre 2 voyages pour lui parler de son 300e atelier et de ses futurs projets. Voici donc une partie de l'entrevue avec Guillaume Beaulieu. Bonjour, bienvenue. Guillaume Beaulieu, conteur, raconteur, personnalité publique. On t'accueille ici en studio aujourd'hui pour souligner le 300e atelier dans les écoles que tu fais. Ça fait combien de temps maintenant que tu visites les écoles au Québec? Ça fait 10 ans, en fait, cette année que je suis dans le répertoire des artistes à l'école. Donc, c'est ça, 300 ateliers, mais c'est pas tous les années où j'ai fait le même nombre d'ateliers non plus. Et quand je dis atelier, c'est des groupes classes différents que j'ai vus. Donc, dans une école où j'ai fait 3 classes, bien évidemment, j'ai fait 3 fois les animations. Alors, ce qui donne un total, finalement, de 300 fois le contenu des ateliers, selon les ateliers, un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, surtout, à 85 % je te dirais, et un autre 15 % à l'extérieur, dans certaines régions du Québec, ailleurs, sur le même programme qui permet aux écoles de pouvoir être aidées financièrement par le ministère de la Culture pour inviter un artiste qui va les voir dans l'école pour rencontrer les jeunes. Donc, c'est un facilitant. Là. OK. Et c'est quoi l'origine du premier atelier de 10 ans que tu as donné dans une école? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a contacté? Comment que ça s'est déroulé? J'essaie de remonter dans mes souvenirs. C'est loin. Que je me souvienne, ça se passait à Rouyn. À l'époque, j'habitais à Rouyn. Il y avait une professeure de français qui m'avait vu passer dans un spectacle avec une histoire dont j'avais eu l'autorisation de Gilles Vigneault de conter, qui remonte à 1979, qui s'appelle « La quête du pays ». Puis là, en même temps, ça parlait de la quête du pays québécois, etc. Cette histoire-là, que ça fait longtemps que je n'ai pas refait d'ailleurs, je l'ai apportée à l'école dans des groupes de 3e secondaire. Je n'étais pas subventionné encore à ce moment-là, mais tu sais, on dit, regarde, on fait confiance, cet artiste-là a l'air intéressant. Alors, je m'en vais les voir, je fais plusieurs groupes de secondaire 3, on reprend l'histoire, on la découpe et on essaye d'étirer un peu chacune des péripéties pour voir comment on pourrait comme fignoler ça à notre manière, puis peut-être la régionaliser parce que c'était fait pour la Côte-Nord, puis là, on voulait faire ça pour l'Abitibi-Témiscamingue.
Donc, on a retravaillé ça. Les jeunes ont apporté des idées intéressantes et en bout de piste, j'ai ramassé ça et ça s'est retrouvé dans mon premier spectacle solo que j'ai lancé. Donc, l'adaptation libre, finalement, de cette histoire-là, dont le frame restait de Gilles Vigneault, mais dont, finalement, on avait retravaillé avec ces jeunes-là. Donc, ça, je pense, c'était ma première expérience dans les écoles il y a 10 ans, je pense. Okay. Oh, wow. Puis, là, tu dis que tu travailles avec des secondaires 3, mais tu travailles aussi avec des 5e années, des secondaires 5 également. À quel point ces deux groupes sont différents au niveau discipline, les choix des thèmes que tu prends aussi, la participation des fois? Donc, à quel point c'est différent dans tous ces groupes? Entre 5e année puis 5e secondaire, là, il y a un écart très grand. En fait, je fais même aussi jusqu'à première année, mais dans le fond, avec les ateliers, de la manière qu'ils sont là, on me fait venir pour les 5e, 6e années. Parfois, dans la même école, je me trouve à avoir des plus jeunes aussi, mais le primaire, il y a plus de choses qui sont possibles parce que l'imaginaire est grand ouvert. Les gens se posent moins de questions aussi sur qui ils sont comme personnes dans le comparatif du paraître, là. Tandis qu'au secondaire, on est en train d'essayer de voir, à prendre notre place aussi comme adulte dans quelques années, l'espèce d'entre-deux d'adolescence. Donc là, ça interagit moins. Ça donne moins d'idées flyées ou sinon, en tout cas, c'est les fanfarons du groupe qui... Donc là, il faut utiliser des techniques qui sont très différentes là-dessus. Mais comme ils ont évidemment, ils ont appris plus de choses, sont rendus plus loin dans la vie qu'au primaire, on peut se permettre d'avoir des trucs qui vont plus loin en termes de compréhension pour monter des comptes qui sont pas courts dans ce cas-là, qui sont beaucoup plus longs, mieux ficelés. Donc, les exigences sont autres aussi. Donc, la manière d'animer, déjà pour les ados en 5e secondaire, c'est presque de les prendre pour des adultes. D'ailleurs, ils aiment ça quand on ne les considère pas comme des enfants plus jeunes qu'est-ce qu'ils sont, mais plus comme des plus vieux. Et souvent, sont capables. Donc, c'est vraiment de se rendre presque jusque-là. Tandis qu'au primaire, on est dans l'effervescence, la curiosité au sens le plus brut. Donc, c'est d'exploiter cette candeur-là qu'ils ont dans le regard. Et ils sont en train de découvrir des choses sur leur propre milieu. Donc, il y a plus de fascination à découvrir de choses. Tandis que, oui, ça peut être le fun de découvrir plus vieux, mais c'est plus d'organiser et d'essayer de voir comment eux peuvent créer là-dedans parce qu'ils se cherchent à l'intérieur de leur création aussi. Plus. Oui. Oh, wow, c'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce que tu fais dans les écoles? C'est que tu disais beaucoup que tu aimais rencontrer des gens, que c'est peut-être encore de ça, mais qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? Dans les écoles, c'est sûr que les jeunes, ils n'ont pas tout un bagage d'expérience qui alourdit des fois, puis qui fait que, bon, on comprend les affaires, mais là, on se range un peu, puis on se calme. Et des fois, on ne re-questionne plus vieux parce qu'on sait que les affaires sont comme elles sont, puis il y a des fois des raisons à ça. Bon. Mais quand on est plus jeune, la fraîcheur dans le regard, ça, tant qu'à moi, ça reste quelque chose qui est toujours fascinant à découvrir. Quand il y a une journée scolaire, que là, je sors du reste du contexte et que là, je plonge dans le scolaire, ça reste la chose la plus intéressante. Et à force d'en faire sur 10 ans, le gars qui aime un peu la sociologie puis les sociétés, c'est de voir comment nos jeunes évoluent comme groupe il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des valeurs qui changent? Comment se passe la discipline? Les profs aussi, il y a eu un changement de garde. Il y a beaucoup de profs qui sont devenus à la retraite. Il y a des jeunes profs qui sont arrivés. Ça change aussi la manière de faire. Donc, c'est de voir un peu, c'est de commencer à comparer. Fait que je serais curieux de répondre à ça dans 10 ans aussi. Oui. Fait que là, la période serait sur 20 ans. C'est vrai, là-dessus, ça peut changer. Puis, est-ce que tes ateliers ont changé aussi depuis le début? Ou est-ce que tu fais relativement la même chose le plus possible? Parce que, comme tu dis, c'est dans 10 ans, il y a beaucoup de changements. Dans 10 ans, il va y en avoir d'autres. Comment tes ateliers, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que déjà, il y a 10 ans, quand je commençais, il fallait quand même que je propose quelque chose qui serait quand même relativement stable. Et j'étais tombé sur les bons filons. C'est les éléments pour lesquels je souhaitais et je souhaite encore me présenter avec ce contenu-là. Mais il y a beaucoup d'ajustements qui s'est fait par rodage, parce qu'à force de tomber sur tel problème qui arrive à tel moment quand on fait, par exemple, une période avec un groupe, bien là, on ajuste l'affaire autrement, puis là, on l'ajuste pour la prochaine. Mais le contenu général
est assez resté stable. Il y a quelques ateliers que je fais presque plus, qui ont été offerts au début, mais les ateliers les plus forts, là, les 3, les plus forts, ils se donnent encore régulièrement, puis je te dirais que 70 % est encore tout à fait reconnaissable. OK. La formule fonctionne. La formule fonctionne, oui. Est-ce que tu aurais des anecdotes amusantes ou étranges à me partager aujourd'hui? Quelque chose qui t'a marqué plus qu'un autre? Une ou deux? Ce qui te vient en tête là? Ça m'est déjà arrivé de mentionner ça et j'y repense encore souvent. Un moment où il y a plusieurs artistes dans l'école. C'est une semaine éducative, mais surtout en termes culturels. Puis, dans une école de Val-d'Or, que je nommerai pas, il y a quelques années, le prof ne me le dit pas et j'ai 2 groupes de 3e année avec moi et il s'en va. Lui, il prenait ça comme une période. Il y a quelqu'un qui est en charge. C'est un artiste, puis je m'en vais dans la salle des profs. Alors là, je me retrouve avec la discipline de 2 groupes qui ne sont pas habitués d'être ensemble, qui là se mettent à jaser, tout ça. Je fais un atelier que je réussis. Mais tu sais, les jeunes, ils savent qu'il n'y a personne d'autre que moi. Ils ne sont pas surveillés tant que ça. Ils sont nombreux. Moi, je commence à patiner, puis là, il me dit, l'autre, il ne revient pas, là. Donc, je m'en vais chercher le prof d'à côté qui se débrouille un peu avec moi, etc. On finit par finir, la broue dans le toupette. Alors là, je sors de là, je croise le directeur de l'école. Et là, j'ai dit, je viens d'en vivre toute une. Je l'ai vu donc. J'étais tout seul avec 2 groupes de 3e année. Le prof est parti. Le directeur me regarde. Il dit, ah, ça vous cause problème? Le directeur était d'accord avec ça. Ce qui ne se fait pas, c'est même pas légal, je veux dire, de faire ça. Donc, j'ai jamais revu ce directeur-là. Je pense qu'il n'est plus directeur aujourd'hui. Dieu merci. Ah oui. Et ouais, ça, c'était là, dans des contextes hostiles, là, assez intense. d'ateliers. Ça, c'était assez intense. Mais je te dirais, autre anecdote, toujours en parlant de profs qui sont là ou pas là, ça, c'était beaucoup plus le fun. C'est Matagami, pour ceux qui connaissent, c'est pas si gros. Il y a tous les degrés du primaire et du secondaire. En 5e secondaire, ils sont, enfin, à l'époque où j'y allais, là, il y a peut-être 7-8 ans, ils étaient 10. Fait qu'ils font un demi-cercle en avant de moi. On fait l'atelier. Ils se connaissent tous depuis qu'ils sont enfants. Ils sont là. Le prof dit, écoute, tout se passe bien. Si ça ne te dérange pas, j'ai comme un autre truc à faire ailleurs, mais si jamais tu as un problème, viens me voir. Ils sont en 5e secondaire. Ils sont assez vieux. Puis bon. Alors là, je me retrouve tout seul avec eux autres. Et étant donné qu'on était tout seul, là, je me demande, avez-vous des histoires, vous autres? Puis ils se connaissent, il y en a qui avaient des histoires, mais il y en avait qui c'était pratiquement des blagues, racontées sous forme d'histoire. Puis il y avait des blagues un peu trop salées. Mais il n'y a pas de prof. On est à la fin de l'année, c'est une activité spéciale. Fait qu'ils ont pu compter le joke salé, puis j'ai fait comme si on était passé du temps. OK. Alors, de toute façon, ils les avaient déjà entendus entre eux autres. Là, c'était pas, donc, ça, c'était une anecdote qui était assez comique aussi. Il y en aurait, tu sais, sur 300, peut-être une petite dernière. Au primaire, dans une école, à un moment donné, il y a des sous-groupes qui sont formés à l'intérieur d'une classe et ils ont des situations de départ différentes pour créer une histoire. Puis là, ils doivent y aller avec leur imagination. Puis à la fin, on voit les résultats que ça donne. Il y a quelqu'un qui vient me voir et dit, hey, comment est-ce qu'on appelle ça, monsieur? La compagnie, qu'ils prennent des enfants qui vivent là, pas facile, là, puis qu'ils les mettent dans des familles où ils sont plus aimés, puis qu'ils vont plus, tu sais, comme être appréciés. J'ai dit la DPJ. Ah, c'est ça! Fait que là, ils s'en retournent créer. C'est une histoire de DPJ. Et là, j'écoute l'histoire, et c'était très touchant. La petite fille dont il devait monter une histoire dessus, mais avec un nom fictif, là, qui avait des pouvoirs magiques. Elle avait le pouvoir d'aller chercher ces enfants-là qui vivaient dans des contextes pas faciles pour les amener dans des familles qui voudraient d'eux autres, et etc. Fait que là, il arrangeait les affaires dans la société pour que la jeunesse se passe bien. Avec la DPJ, tu sais. Un pouvoir magique à donner à une petite fille, puis qu'un groupe de 6-7 jeunes décide de tourner ça de cette manière-là. Pour moi, c'était très touchant, puis je suis encore marqué quand j'en parle. C'était une histoire, il faudrait que je revienne dans les vieilles notes, puis j'arrive peut-être même à faire une histoire qui pourrait être racontée plus largement. Très brillante. Oui, ça c'était très touchant. Ah oui. Il y en a plusieurs comme ça.
pour mes questions. J'aurais fait le tour au niveau 300e anniversaire, mais moi, j'avais une petite question vraiment plus d'intérêt personnel, à savoir, c'est quoi ton conte préféré ou ton auteur de conte préféré? Pourquoi? Moi, je dirais, c'est sûr que j'adore Fred Pellerin, mais un que je trouve encore plus intéressant, un peu moins connu, Michel Faubert. Okay. Certains qui s'intéressent à la culture, les traditions, connaissent un peu. Ce gars-là chante dans notamment le groupe Les Charbonniers de l'Enfer. Il a fait des albums solo aussi. Il fait beaucoup dans la complainte, beaucoup dans une teneur un peu plus dramatique du contenu. Okay. Ce gars-là a fait des contes, notamment le spectacle de conte L'âme qui sortait par la bouche du dormeur. Cette histoire-là, en fait, c'est un amoncellement de plusieurs histoires racontées, pas de public, vraiment en studio. Les mots qui sont inclus là-dedans, l'histoire autochtone qui est là, mais racontée de manière contemporaine, une histoire de vie qui se passait dans le coin du lac des Deux-Montagnes. Il est transportant là, dans l'histoire, là, on voit tout ce qu'il veut nous dire. Ça a resté pour moi et ça reste un contenu que je réécoute chez moi souvent. Alors Michel Faubert, j'ai jamais eu l'occasion de lui parler, il est encore actif, puis je pourrais. Et on dirait que c'est même un peu intimidant pour moi de penser, demander à cet auteur-là qui a tellement rentré en profondeur dans l'art du conte, jusqu'à aller dans des zones où peut-être le monde voudrait peut-être pas, parce qu'il a expérimenté puis il a été creusé vraiment plus loin. Il avait le loisir de se le permettre, il se l'est permis et il l'a très bien fait. Fait que pour moi, il y a certaines techniques aussi qu'il emploie, que c'est un peu, je pense, un pionnier, et certains vont pouvoir prendre appui là-dessus pour vraiment tracer des sentiers, élargir en fait des sentiers pour des nouvelles avenues pour manière de compter, autant sur le contenu que le contenu. Ouais. Voilà, donc ça, c'est quelqu'un que tu admires beaucoup. Oui. Puis, des futurs projets pour le moment? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, quand on fait savoir plus largement à l'ensemble du monde qui m'ont vu passer depuis un bout de temps que je recommence à être disponible à temps plein plutôt que temps partiel le soir, la fin de semaine, ça me laisse disponible pour des projets plus d'ampleur. Donc le téléphone sonne parfois pour des projets qui sont plus gros, qui demandent du temps en semaine. Il y en a quelques-uns. Écoute, le projet du côté de Lassar avec le 100e de Lassar, le parcours guidé compté à travers les anciennes rues de Lassar, j'ai eu beaucoup de plaisir à monter ça. On était deux. Risque de revenir l'été prochain. Pour ce qui est du Témiscamingue, peut-être, j'aimerais bien ça, revivre en fait la dictée de la PET là, sur la dictée témiscamienne. C'est fait autant dans les écoles que les centres communautaires pour les personnes, les adultes qui voulaient le faire. C'était une histoire sur Saint-Eugène, originale, en lien avec l'incendie de l'église de Saint-Eugène. Alors, puis il y avait des affaires super intéressantes qui m'avaient été racontées. J'ai monté un conte original. Ça pourrait qu'il se passe quelque chose pour une version 2. Mis à part, peut-être, j'espère, dans les prochaines années, refaire éventuellement une tournée. Il y a un projet de subvention qui est sur la table actuellement pour refaire une tournée de plusieurs années de la région dans le but de faire un livret, mais aussi un spectacle nouveau avec d'autres histoires qui vont être collectées à gauche, à droite. Et un service sur lequel je suis en train d'arranger un peu là, quelques ficelles pour me mettre au service des familles, encore là en lien avec les aînés de certaines familles, pour faire des entrevues avec eux, aller ramasser beaucoup plus largement, vraiment faire un portrait le plus complet possible des leçons de vie que les gens en ont retenues, leurs moments marquants, leurs moments forts, et qu'est-ce qui dégage là, finalement de ça un peu la sagesse finalement qu'ils ont acquis à travers les années, pour que ça puisse être quelque chose d'important à garder pour la famille et aussi, pour moi, me permettre de créer du nouveau conte avec ça. Alors, il y a ça qui est sur la table, il y a des contrats corporatifs qui poussent aussi, des collaborations avec d'autres artistes, un atelier de conte qui se commence du côté de Rouen. Le Témiscamingue m'interpelle à plusieurs moments aussi, donc de fois en fois, de saison en saison, c'est sûr que je vais y revenir le plus souvent que je peux. C'est un peu mon territoire chouchou. On ne peut pas revenir à Rouen après avoir passé 5 ans au Témiscamingue en se disant « Ah, c'est beau un viaduc, hein? Un cap de roche. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, un cap. »
c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu as connu les paysages d'ici, je suis un émerveilleux. Je suis, si je veux parler de merveilleux à des jeunes, il est important d'en laisser rentrer. Alors, je suis un accapareur par mes yeux de merveilleux pour mieux en parler par la suite et puis allumer une certaine étincelle. Donc, et ça permet l'espèce de... C'est beaucoup plus cool, tu sais, au Témiscamingue, le climat plus doux. Il y a plein d'affaires, puis dans les gens, évidemment, qui est très sympathique, qui permettent de chercher beaucoup. Fait que je porterai toujours une partie du Témiscamingue à travers mes histoires, même s'ils ne consomment pas toujours le Témiscamingue. Donc, j'y reviens aussi souvent que je peux. Merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui pour parler de toi, parler de ton 300e atelier. Félicitations. Merci. D'ailleurs, c'est bien. Puis, c'est fun que tu aies encore beaucoup de projets qui s'en viennent. On va encore parler de toi. On va surveiller les dossiers que tu viens de me mentionner. Il va y avoir d'autres choses là, sûrement annoncées bientôt. Fait que, dans le temps comme dans le temps, on verra. C'est bon. Merci beaucoup. Super. La seconde partie de l'entrevue sera disponible à l'émission Infotémis la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Du côté électoral, nous en avons beaucoup à surveiller jusqu'au 5 novembre. Vous avez sans doute aperçu un peu partout dans les villages du Témiscamingue les affiches de campagne électorale de nos candidats. Donc, je vous le rappelle, c'est le 5 novembre 2017 que vous serez invité à élire une mairesse ou un maire, ainsi que des conseillers et conseillères qui veilleront à l'administration et au développement de votre municipalité. Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique de votre milieu. Avant de vous présenter les candidats pour le préfet de la MRC plus en détail, nous tenons à vous rappeler que pour voter, il faut être inscrit à la liste électorale et avoir 18 ans ou plus le jour du vote. Vous pouvez vérifier si votre nom est inscrit sur la liste en consultant l'avis d'inscription qui sera envoyé à votre adresse. N'oubliez pas que pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale. C'est votre responsabilité de vérifier. Si vous pensez être absent le 5 novembre pour le vote, vous pourrez voter par anticipation. Il suffit de vérifier les dates. Le jour du vote, vous devez apporter une preuve d'identification, comme votre carte d'assurance maladie, permis de conduire, passeport canadien, etc. Soyez préparés pour voter. Dans vos candidats, il y a l'ex-présidente de Solidarité rurale, Claire Bolduc, agronome et entrepreneur et membre du collectif Faut qu'on se parle. Il y a aussi Bernard Flébus, maire sortant de Ville-Marie, mais maire depuis 2009, entrepreneur et visionnaire, et Rénal Barry, copropriétaire du casse-croûte chez Caro à Anglier et commissaire scolaire pour le secteur est du Témiscamingue. Le 6 octobre est la journée qui clôt la déclaration des candidatures jusqu'à 16h30. C'est un dossier à surveiller. Côté art et exposition, la Galerie Notre-Dame de Lorrainville vous présente Les Trésors de Nanou. Annick Bowen, artiste de l'Abitibi, vous propose sa toute première exposition solo. À l'intérieur de sa production, l'acrylique est le médium qu'elle affectionne tout particulièrement. Ses œuvres traitent de sujets très variés dans une multitude de formats. Son besoin de création résulte du bien-être qu'elle ressent lors de la réalisation de ses tableaux. Depuis un peu plus de 15 ans, Madame Bowen partage sa passion et transmet son savoir à l'intérieur de cours et d'ateliers dans le secteur de Rouyn-Noranda. Cette exposition est ouverte jusqu'au 3 novembre. C'est un rendez-vous. Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue lance le 4e concours Chasse aux déchets sauvages. L'événement se tient tout le mois d'octobre et le début coïncide avec le début de la chasse. Et les forêts verront un sacré achalandage en forêt durant cette période. C'est donc le bon moment de sensibiliser les gens sur l'importance de préserver l'environnement, mais aussi les inciter à signaler les déchets et les sites où se trouvent des dépotoirs sauvages. Selon Sophie Laliberté, chargée de projet au Conseil régional de l'environnement, elle explique dans un article sur iciradiocanada.ca que l'opération permet de récupérer des tonnes de déchets dans la nature. Elle précise que les déchets sont encore une problématique que l'on retrouve à la fois les plus gros sites de dépotoirs sauvages et aussi des petits déchets éparses. On en retrouve dans les sentiers et dans les cours d'eau également. Pour ce qui est des sites de dépotoirs sauvages, malgré le fait qu'il y a plusieurs services qui existent pour éliminer les encombrants et les matériaux de construction, c'est souvent le type de matière que l'on retrouve. Des récompenses sont offertes à ceux qui posent des gestes positifs pour protéger le milieu naturel. Les participants sont invités à envoyer des photos sur la page Facebook du nom de « La chasse aux déchets sauvages ». C'est à surveiller. L'activité annuelle de financement du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue a pris place sous la forme d'un bière et saucisses qui était lui à sa 4e édition cette année.
Cette année, le thème était Fiesta mexicaine. Plusieurs personnes arboraient poncho et sombreros, le tout sur une musique d'ambiance 100% mexicaine. Selon un article du journal Le Reflet, au cours de la soirée s'est déroulée une bataille de lip-sync entre diverses entreprises et organismes du Témiscamingue, et c'est pour la deuxième année consécutive que Le Reflet a gagné son duel et la barre est désormais très haute pour la prochaine édition. Au total, plus de 170 personnes étaient présentes durant le souper-spectacle qui s'est terminé en soirée dansante. Le CJET a ainsi pu ramasser aux alentours de 8 000 $ grâce à son activité. On attend impatiemment l'édition de l'année prochaine. L'inauguration de la maison préfabriquée Bétula à Notre-Dame-du-Nord a levé le voile sur les résultats des recherches effectuées dans le cadre du chantier sur la forêt feuillue mené par le ministre des Forêts et de la Faune et des Parcs. Cette maison unimodulaire a été construite et charpentée entièrement en bouleau grâce à un investissement de 60 152 $ du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et à la collaboration de l'entreprise Maison préfabriquée Yvon Champoux, et a déclaré le député ministre Luc Blanchette. L'objectif ultime est de remplacer des essences fréquemment utilisées en construction, comme l'épinette, par le bouleau, qui est souvent laissé pour compte dans les parterres du coupe lors de prélèvements des résineux. Des résultats concluants permettront d'optimiser le travaux de coupe. Plusieurs partenaires ont contribué à différents aspects de la réalisation de la maison Bétula. Le bois utilisé était très dur à scier et plus difficile à travailler, mais au niveau esthétique, c'est beaucoup plus intéressant. C'est dans un article du journal La Frontière rédigé par la journaliste Lucie Charret qui est indiqué que la maison de 900 pieds carrés, soit 16 par 56 pieds, compte l'équivalent de 4 pièces et demie et est estimée à plus de 100 000 $. Elle a déjà suscité l'intérêt d'un éventuel acheteur et serait située à Nedlec. De son côté, le MFFP a entrepris des démarches pour obtenir une certification qui permettrait de distribuer ce bouleau au Canada et aux États-Unis. Voilà ce qui complète le bulletin de nouvelles de Info Témis cette semaine. Soyez attentifs à nos émissions telles que 100% Témis, De la fourche à la fourchette et le Télémag. Cette semaine encore, de tout nouveaux épisodes sont disponibles sur le canal 97 et sur le site web témis.tv. Ne manquez pas nos nouveautés et suivez-nous sur notre page Facebook pour ne rien manquer et être les premiers au courant. Vous n'avez qu'à écrire TV Témis dans la barre de recherche sur Facebook. N'oubliez pas que le Télé-Bingo de TV Témis est en ondes tous les mercredis dès 18h. Prenez le temps d'aller acheter vos cartes dans tous les dépositaires participants. La liste complète se trouve sur le site témis.tv. TV Témis est en pleine période de recrutement de membres. Si vous souhaitez devenir membre de TV Témis, vous n'avez qu'à aller dans l'onglet Nos services sur témis.tv et ensuite cliquer Devenir membre. Au nom de l'équipe complète de TV Témis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.